Et les Israéliens que je croisais là-bas, beaucoup m'ont dit, mais tu es fou, qu'est-ce que tu vas faire en Israël? qui vous n'a un four. Tu vas dans le mauvais sens, parce qu'eux, ils partaient de leur expérience Israël pour venir en Australie pour chercher autre chose. Et moi, j'étais en Australie, je pense que j'avais pris ce que j'avais à prendre au niveau d'expérience et de vécu, et j'avais décidé d'aller en Israël. Mais pour eux, c'était complètement aberrant de partir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Comme vous le savez, il faut parfois bien des détours pour arriver en Israël. Le parcours atypique de mon invité du jour, Avi Ouanounou, va sûrement vous séduire. En tout cas, moi, j'ai été conquise. Je suis ravie de l'accueillir. Bonjour, Avi. Bonjour, Cathy. Ça va ? Très bien, et vous ? Bon, super, ça va très bien. On est très content de vous accueillir. Vous êtes en Israël depuis 8 ans. Et il vous a fallu vraiment faire un petit peu de chemin avant d'arriver ici. Qu'est-ce qui vous a pris de monter en Israël ? Qu'est-ce qui m'a pris de monter en Israël ? Vous étiez parisien, vous avez fait un parcours un petit peu classique, les écoles juives, etc. J'ai grandi à Paris, moi, dans le 11e. J'étais à Guénénou, école merveilleuse. Et après, Yavne. Donc, j'étais un peu programmé pour venir ici. Mais c'était pas au programme. Hein ? C'était pas au programme au départ. Je pense qu'il y avait une petite graine qui a été posée. Elle a fait son chemin discrètement. Mais les études ont un peu changé la donne. C'est-à-dire quand j'ai commencé à étudier après Yavne dans une école d'art, c'était vraiment un changement de parcours radical. Et puis de fil en aiguille, je suis parti à l'étranger en Australie. Vous allez nous raconter. Alors l'école d'art, on va commencer par le début. L'école d'art, alors au début une école dans le quartier latin, et puis ensuite les arts déco. Les arts déco, oui, aussi dans le quartier après du Panthéon. Parce qu'en fait, à la base, c'était un peu nouveau dans ma famille d'étudier l'art. Et mon père m'a dit, si tu veux étudier ça, tu vas étudier aussi l'éco-gestion à Tolbiac. J'étais à la fac à Tolbiac 5 fois, 4 fois pour les inscriptions. Okay. Une fois pour un cours de compta en amphi, ce que j'ai trouvé formidable parce que c'était la première fois que je faisais un cours en amphi. J'étais complètement fasciné, mais j'avais pas le temps avec la prépa d'y retourner plus. Donc mon père m'a dit, écoute, si tu veux faire ça, tu fais la meilleure école. Donc j'ai fait les concours. Et grâce à Dieu, j'ai eu les arts déco la deuxième tentative. Alors, art déco, oui, mais quand même, en cours de parcours, on a le droit de faire un stage dans cette école à l'étranger. Alors, vous aviez envie de partir en Chine. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Pourquoi la Chine ? Pourquoi la Chine ? Parce qu'on était partis en famille quand on avait 17 ans. Il y avait une super promo de Maison de la Chine. On était partis, on avait fait un Hanouka dans le Transsibérien avec 40 juifs loufoques comme ça qui allaient visiter. Et je me suis dit, la Chine, c'est le futur, c'est génial, je vais apprendre le chinois, super, super. J'ai beaucoup changé d'avis depuis, mais à l'époque, j'avais un attrait pour la Chine. Et au niveau de l'art, il y avait une scène d'art contemporain qui était formidable. Donc je me suis dit, c'est un endroit qu'il faut aller voir. Allons en Chine pour ma 3e année d'études d'art déco. Bon, l'école n'a pas été de votre avis. L'école n'a pas été de mon avis et j'avais un copain dans ma classe, Jonathan, qui voulait aller au Japon et pareil... Lui non plus, il n'a pas réussi. Voilà. Et donc on avait un deuxième choix sur la liste et comme nos candidatures pour partir à l'étranger étaient acceptées, on est parti à notre deuxième choix qui était Bezalel à Jérusalem. Et il n'y avait pas eu d'échange avec Bezalel depuis de très très nombreuses années, donc on a un peu réouvert le programme. Et depuis, il est très actif. C'était en quelle année ? Je crois que c'était en 3e année aux Arts Déco. Il me semble que c'était en 2008, si je ne dis pas de bêtises. 2008. Alors j'imagine que c'est un grand changement. Alors en plus, il n'y avait pas ta spécialité. Moi, je te tutoie. Je commence par vous, je finis par tu. C'est pas grave, on a l'habitude. Donc, tu étudiais scénographie, la scénographie de spectacles, de défilés, de choses comme ça dans ton école à Paris. Et donc, à Bezalel, il n'y avait pas. Donc, où tu t'es retrouvé ? Je me suis retrouvé en section Beaux-Arts. D'accord. Et mon premier cours de la semaine, c'était un cours de performance. Donc là, ça a changé un peu. Moi, je venais d'une éducation un peu plus formelle, même artistiquement. Et là, j'étais avec des gens qui étaient beaucoup plus loufoques et libérés. C'était un début intéressant. Donc, performance, ça veut dire quoi ? Tu as fait quoi pendant le premier cours ? Moi, je vais te donner un exemple. On a eu un cours une fois où il y avait un intervenant qui est venu et avec une liste de noms de fleurs en hébreu. Et il fallait qu'on les chante d'une certaine façon. Tu vois, il y avait une sorte d'expression un peu libérée. On avait des cours de peinture, de sculpture. Mais alors, les Israéliens étaient beaucoup plus libres dans leur tête, quoi. Par exemple, ils avaient une salle pour faire leurs installations d'Omanout, d'art. Ouais. Et je me rappelle d'un bonhomme qui vient, il commence à regarder la salle, il prend un balai, il pète un néon, il dit voilà, ça c'est bien. Il commence à rajouter des trucs à gauche, à droite.
Et après, il range, il repeint la salle et le prochain vient faire son installation. Ça t'a ouvert l'esprit ? Ça m'a ouvert l'esprit, ouais, mais c'est plus, on va dire, après l'Australie qui a fait son chemin. Alors, l'Australie, comment on se retrouve de 6 mois aux Beaux-Arts en terminant son diplôme à Paris en Australie ? On rencontre une belle Australienne ? C'est ça. C'est ça. On rencontre une belle Australienne. Très belle Australienne. Oui, très belle, j'imagine, et on la suit. Voilà. Sans rien connaître au pays, sans rien préparer, on s'en va. C'est ça. Ben, c'est super, d'accord. Ça a duré combien cette petite aventure ? Ça a duré... Tu devais partir comme ça pour quelques mois. Moi, c'était vraiment la fin de mon diplôme. Je suis tombé amoureux. J'ai pris un billet d'avion avec un visa Working Holiday. Donc, c'est un truc, tu peux rester pendant 1 an et travailler éventuellement. Et au final, je suis resté 3 ans. Mais avec cette fille, on est resté 1 an et demi ensemble. Mais toi, tu as aimé le pays ? Tu es tombé amoureux du pays ? Je suis tombé amoureux du pays. Je suis tombé amoureux des gens de Melbourne. Une communauté extraordinaire. C'était un peu l'ouverture du cœur pour moi, et vraiment une découverte aussi d'un judaïsme différent, beaucoup plus libéré et créatif, on va dire. Ça veut dire quoi, l'ouverture du cœur ? En France, on est quand même très rationnel et critique, j'ai l'impression, notamment en venant de Paris. Et Melbourne, les gens, j'ai l'impression, étaient plus connectés ils sont plus simples dans leurs valeurs, plus connectés à la terre, et c'est moins formel, moins d'hypocrisie aussi. Donc la façon d'être des Australiens a une influence aussi sur les Juifs d'Australie, sur la communauté juive en Australie ? Ah, complètement. Ouais. T'as retrouvé cette façon d'être ici ou pas trop ? Il y a quelque chose en fait de très propre quand même aux Australiens, et après on va dire aussi aux Juifs qui sont Australiens. On va dire que je ne l'ai pas forcément retrouvé ici, mais j'ai aussi importé mes copains australiens ici. On a un petit groupe sympathique. T'as rencontré des Australiens ici quand J'ai rencontré des Australiens là-bas qui ont fait leur alia eux-mêmes, parfois avant moi, parfois après. Et du coup, on s'est retrouvés ici, c'est une chance énorme parce que moi, je suis parti il y a 8 ans d'Australie, parce que j'ai fait mon alia d'Australie, et je ne suis pas retourné depuis. Donc, c'est-à-dire que tous les copains que j'ai rencontrés, c'était un déchirement, c'est une nouvelle vie à l'autre bout du monde, et je suis revenu en France, en Europe, en Israël plus tard. Alors, comment on décide de faire son alia d'Australie ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Une autre jolie fille ? C'était pas exactement ça. En fait, je suis rentré pour le mariage d'une très très bonne amie à moi. Ok. Hannah, salut. On peut la citer. Et Rotem, d'ailleurs, il y avait 2 mariages en même temps. Et donc, je suis passé à Paris. J'ai été voir mes parents que je n'avais pas vu depuis 1 an et demi. En fait, je n'avais vu personne que je connaissais de France depuis 1 an et demi. Et j'arrive à la maison et je me rappelle, je prends ma mère dans les bras et elle commence à pleurer. Et là, je me suis dit, oh là là, j'ai exagéré. Ça fait longtemps que je suis parti. Et c'était peut-être un peu égoïste. Il faudrait peut-être que je me rapproche. Donc, je suis à Paris, je crois que j'avais 2 semaines à Paris et après 2 semaines en Israël pour le mariage. Ouais. Et j'appelle l'agence juive à Paris, je leur dis bonjour, je pense à faire mon alia, est-ce qu'on peut avoir un rendez-vous ? Ils me disent oui, alors vous allez avoir un rendez-vous dans 2 ou 3 mois, là. Ah, je dis non, c'est pas possible, moi je suis là que pour 2 semaines, on peut pas faire ça la semaine prochaine. Ils me disent non, on est très très occupés en ce moment. Et je leur dis, ils me demandent, mais vous habitez où ? Je dis j'habite à Melbourne. Ils me disent, allez voir l'agence juive à Melbourne. Ah, j'étais au téléphone, je raccroche, j'ai pas du tout pensé à cette option en fait. Donc je suis revenu après en Australie, j'ai été voir l'agence juive en Australie, j'ai fait mes papiers là-bas, et donc dans mon passeport israélien jusqu'à aujourd'hui, il y a écrit né, born France, nationalité Israël, autorité Canberra. Bon, alors tout ça c'est très sympathique, donc vous décidez d'arriver en Israël, mais on ne sait pas ce que vous avez fait en Australie, vous ne nous avez pas raconté, vous êtes resté dans le milieu artistique ? J'ai travaillé un peu en muséographie. Ouais. J'ai fait des projets en Tasmanie. Donc là, c'était encore plus loin. Vous avez rencontré des Israéliens dans tout ça ? J'ai rencontré des Israéliens, oui, beaucoup. Par contre, c'est souvent des Israéliens qui étaient partis loin d'Israël volontairement, quelque part. Et quand j'aurais... Alors, un truc drôle aussi qui m'est arrivé, c'est que j'ai commencé à me laisser pousser les cheveux à un moment donné. Et j'avais une barbe un peu hirsute. Et par la force des choses, je crois que je ressemblais à un Israélien avant de partir en Israël. Et j'avais des Israéliens qui me parlaient en hébreu spontanément dans la rue. Et je me suis dit, oh là là, mais est-ce que je ressemble déjà à un Israélien avant de partir, quoi. Et les Israéliens que je croisais là-bas, beaucoup m'ont dit, mais... Tu es fou, qu'est-ce que tu vas faire en Israël ? Tu vas dans le mauvais sens. Parce qu'eux, ils partaient de leur expérience Israël pour venir en Australie pour chercher autre chose.
Et moi, j'étais en Australie, je pense que j'avais pris ce que j'avais à prendre au niveau d'expérience et de vécu, et j'avais décidé d'aller en Israël. Mais pour eux, c'était complètement aberrant quoi, de partir. Ouais, donc tu continuais dans l'artistique, dans Ouais. le... Ouais, Ouais, j'ai fait des projets en muséographie, j'ai fait un design de festival pour un festival de 7000 personnes en Tasmanie, c'était une super opportunité. Et j'ai travaillé avec un copain australien qui habite ici, qui s'est marié avec une Israélienne éthiopienne la semaine dernière. Mariage extraordinaire. Et on a fait un super projet ensemble là-bas. Et voilà. Alors, c'est ça qui t'a attiré ici, ce mélange des genres, ce mélange des cultures, des gens du monde entier finalement, des juifs du monde entier qui vivent ensemble, des religieux, des pas religieux, de toutes sortes de personnes que tu as pu rencontrer quand tu es arrivé ici. Enfin, c'est ça qui t'a attiré aussi ou pas? Au début, peut-être pas. Après... En fait, j'ai fait un peu un bilan, genre c'était un peu... je faisais un peu mes calculs, quoi. J'avais les fesses entre trois chaises, si je puis dire. J'étais entre, ok, j'ai peut-être une option de retourner en Australie, mais il faudrait que je trouve une sorte de façon de pouvoir y rester niveau visa. Je pourrais retourner en France, mais est-ce que j'en ai envie? Et je pourrais aller en Israël, parce que quelque part, la petite graine avait grandi. Et je me suis dit, mais... Voilà, il y a le côté travail, il y a le côté humain, il y a le côté religion, il y a le côté ci et ça. Qu'est-ce qui m'intéresse moi le plus dans ma vie aujourd'hui? C'était l'humain. Et je me suis dit, en France, c'est ma culture, c'est ma langue, c'est facile. C'est pas juste facile, c'est facile, mais c'est le langage que je parle vraiment, quoi. C'est pas neuf. C'est pas neuf. L'Australie, c'était neuf et le contact avec les gens était vraiment intéressant et nouveau, mais il était un peu froid parce que les anglo-saxons, ils sont peut-être un peu plus distants et moi, je suis assez méditerranéen. Et quand je suis arrivé en Israël, je me suis rappelé, j'étais dans le bus et il y a eu une dispute entre deux bonhommes et 2 secondes après, ils se sont fait un câlin. Et j'aimais ça en fait, la culture méditerranéenne, un peu le sang chaud, le contact physique. Harry met la main sur la cuisse, tu ne le connais pas, ni d'Adam ni d'Ève. On s'engueule sur la route, mais s'il y a quelqu'un qui tombe, on est 10 pour aller la ramasser. Donc j'avais un peu on va dire le climat un peu tempéré en France. En Australie, c'était un peu froid au niveau humain. Et là, quand je suis arrivé, sa distance m'a permis d'apprécier la chaleur humaine à la méditerranéenne. Et je me suis dit, allez, Iggy Azman, on y va. Alors, tu arrives, donc direction l'Ulpan, j'imagine. Direction l'Ulpan. Tu parlais pas l'hébreu un petit peu, peut-être. Je parlais pas mal l'hébreu. J'ai pas beaucoup progressé à l'Ulpan. C'est pas la faute de l'Ulpan. Et je veux dire à nos téléspectateurs qui feront peut-être l'Ulpan pour éviter l'erreur que j'ai faite. C'est que moi, j'ai été très stressé de travailler directement en arrivant en Israël. Donc, j'ai fait beaucoup de choses directement. J'ai fait un peu de décor de théâtre, de la photographie, etc. Ce que je faisais à l'époque. Et du coup, je faisais pas mes devoirs. Et du coup, j'ai pas assimilé, notamment la conjugaison. C'était ma deuxième chance de le refaire bien. Et il y avait les cours le matin à 5h, on était comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'es amusé, quoi. Tu as kiffé, t'as profité. Je voulais m'insérer dans la vie active tout de suite, mais en fait, il faut aussi respecter parfois les temps, quoi. Il y a un temps d'apprentissage de la langue. Et quand on rate ce temps, après, c'est difficile de se remettre. On peut courir après, mais au lieu de courir 2 lèvres à la fois... Bon. Je conseille aux gens qui viennent de faire l'Ulpan de faire que ça en même temps. Ouais. Bon, en tout cas, tu t'es amusé, tu as fait des fêtes. Tu habitais pas l'Ulpan, n'est-ce pas? Non, je me suis pris un appartement à côté. On a fait des belles soirées, grosse fête de Pourim. J'en profite pour une petite dédicace à mes copains de l'Ulpan quand même, les Larzizou et le blabla des aliens. Allez-y, c'est fait pour ça. Alors, tout ça c'est bien. L'Ulpan c'est quelques mois. Après, il faut voler de ses propres ailes. Il faut travailler, il faut manger. Donc, tu as eu envie de changer de ville. Tu n'as pas voulu rester à Jérusalem. J'ai envie de changer de ville et j'ai rencontré à ce moment donné des gens de la communauté anglo-saxonne. Un peu hippie, les hippies de Narchlaut, si vous connaissez. Et là, c'est devenu vraiment genre mes copains avec qui on a fait les 400 coups. Et à travers eux, j'ai rencontré Raphaël, un très bon ami jusqu'à aujourd'hui, Raphaël Barkatz. Et on a emménagé. Musicien, qu'on salue s'il nous regarde. Salut Rafi. Voilà. Et on a démarré une coloc ensemble rue Laskov à Tel Aviv, près de Habima. Et on a. Alors là, c'était la folie. Ah, ça, c'est des très belles années, ça. C'est des très, très belles années. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui s'en souviennent. Ouais, pourquoi c'était des belles années? C'était c'est les open années bar, célibataires, Tel Avivienne, jam sur le toit, les fêtes, la musique, les fêtes de Sukkot avec 200 personnes sur notre toit, des musiciens qui viennent à toute heure de la soirée, qui viennent jouer ensemble. C'est formidable.
formidable. Alors ça, c'était, on va dire, la vie dans cet appartement. Mais ce qui était aussi tout à fait intéressant et un peu à part, c'est que vous organisiez, paraît-il, c'est ce qu'on m'a raconté, des Kabbalot Shabbat sur la plage, où là, il y avait, ça pouvait monter à 300 personnes. Oui. En fait, avant de venir à Tel Aviv, j'étais venu plusieurs fois pour des Shabbatot sur la plage, où il y avait mes amis qui organisaient cette Kabbalat Shabbat. Roy, Marissa, Blues et d'autres, des Canadiens et des Américains principalement. Et donc je me suis vachement intégré. Et une partie d'entre eux repartaient aux États-Unis ou au Canada. Et du coup, j'ai un peu repris le flambeau avec eux. On a continué à faire ça pendant 2 ou 3 ans. Et on mettait parfois à la dernière minute, demain, Kabbalat Shabbat Karl Bar sur la plage de Frischmann, devant l'hôtel dans le Dan. Et là, c'était quoi ? C'était des chants C'était une Kabbalat Shabbat relativement longue, où on chantait, on était tous assis dans le sable, et on chantait, il y avait une bouteille de whisky qui passait, et c'était extraordinaire, c'était des moments... Il y avait des gens vraiment de toute obédience ? Ah oui. On avait autant des gens qui sont des habitués de synagogue et qui venaient pour se rafraîchir et voir quelque chose de différent. On a eu même des copains Chabad qui venaient avec leurs poussettes et leurs enfants. Et on avait des gens qui n'allaient pas du tout à la synagogue. On a des passants qui s'arrêtaient, qui se joignaient à nous. On avait des gens qui découvraient un office de Kabbalat Shabbat Karl Bar pour la première fois. Et parfois on était 50, parfois on était 300. C'était une expérience fondatrice pour toi, pour rester ici, pour t'attacher à la terre, t'attacher au pays à ton identité juive aussi. Je pense que c'était plus une expérience pour m'attacher à mon rôle de leader, peut-être sur place. Ça veut dire de voir, en fait, avec mon expérience à la croisée de différents mondes, les anglo-saxons, les français, peut-être de rapprocher aussi les français d'une expérience du judaïsme un peu différente et peut-être plus libérée. Et les français qui ont pu goûter à ces ambiances, je pense que... Ils ont adoré. Ils en redemandent. Ouais. Ils en redemandent. Bon, ça n'existe plus maintenant. Ça pourrait revenir. On ne sait pas. Voilà, il va falloir se méfier avec Avi. Pour l'instant, tout est ouvert. Voilà, vous n'avez qu'à le taguer sur sa page Facebook et lui demander de réorganiser tout ça. Peut-être qu'il le fera. Alors aujourd'hui, après avoir travaillé un peu dans le cinéma, dans les décors, fait de la photo, vous avez complètement changé de direction. Ah oui, 180. En fait, après m'être marié, on est parti un peu beaucoup. On est parti 6 mois à l'étranger. On a travaillé au Costa Rica, au Panama. Voyage de noces long pour apprendre aussi le milieu de l'hôtellerie, parce qu'on voulait ouvrir un projet d'hôtellerie en revenant. Et en revenant, on est parti à Haïfa. On s'est dit oui, on va sortir un peu de la bulle télavivienne, papa. Et on s'exile dans le Nord. C'était beaucoup plus calme niveau travail. Ouais. Et à un moment donné, on s'est dit on va acheter un terrain à Binyamina pour construire une maison saine. On a été voir un bonhomme qui fait des maisons en chanvre, des maisons qui respirent. Et on a dit combien ça coûte, comment ça marche, etc. Et à la fin de notre entretien, de notre rendez-vous, il me dit mais tu fais quoi en ce moment, tu cherches du travail? Moi, j'étais un peu entre deux eaux, donc je lui ai dit pourquoi pas. Donc j'ai commencé à travailler avec lui, et de fil en aiguille, ça fait 2 ans maintenant que je travaille dans ce milieu de la construction naturelle. Des enduits naturels, des enduits de finition, on fait des salles de bain magnifiques, des sols, et on fournit pour des gens qui veulent construire des maisons plus saines, des systèmes d'isolation, etc. Vraiment, je découvre un nouveau monde avec des corps de métier qui m'étaient complètement étranges avant. Alors, le truc qui est surprenant, c'est qu'il y a des mots que je n'apprends que en hébreu, que je connais pas en français, alors que la France est quand même un pays qui est très leader dans le domaine. Donc parfois je fais des allers-retours pour apprendre des mots techniques que je n'ai pas appris moi-même en France. Oui, c'est un autre métier, donc forcément c'est un monde, un univers à part. Ça vous plaît ? Énormément. C'est vrai ? Ouais. C'est très différent, quoi. On est loin c'est du très spectacle, différent, c'est loin du spectacle. C'est dans l'esthétisme quand même. Ça reste dans l'esthétisme, ce qui est une valeur très importante pour moi. Ouais, j'imagine. Et ça me permet de voir des projets magnifiques, d'aider les gens à construire des maisons qui font sens pour eux, qui sont construites de façon juste et pas juste de façon... Il faut construire vite et après on regrette. C'est du sur-mesure, j'imagine que c'est vraiment quelque chose à part. Alors aujourd'hui, vous êtes revenu à Tel Aviv, vous travaillez, donc vous êtes tout à fait intégré, vous avez des amis, enfin bref, on peut vous demander te demander si tu regrettes ce choix d'être finalement venu en Israël. Non, pas à l'instant.
Non, c'est très dynamique. Hein. Après, vous pourrez me demander, est-ce que je pense habiter ailleurs à un moment donné? Ça, je ne sais pas, je pense pas. Je pense que le corona m'a un peu aussi encore plus ancré ici. Mais comme je n'ai pas regretté d'être en Australie, même si ça n'a pas marché dans ma relation à l'époque, mais j'ai appris énormément de choses, ici j'en apprends tous les jours, c'est une aventure formidable. Qu'est-ce que vous préférez ici? Qu'est-ce que je préfère ici? J'aime le côté un peu... le high-tech qui côtoie le tiers-monde parfois presque. J'aime ces contrastes gigantesques on est très innovateur dans certaines choses et très à la ramasse dans d'autres. Mais j'aime les gens. C'est les rapports sont plus simples? Non. Ils sont peut-être plus vrais. Ça veut dire il y a moins de... On passe pas trop par 4 chemins. On est très ce qu'on appelle tartless. Voilà. Concret. C'est un mot qu'il faut intégrer ici. Ouais. Mais voilà, les gens sont peut-être un peu durs en business, mais ils sont vrais. Et ça, c'est important parce qu'on n'a pas des messages trop erronés qui sont émis, quoi. Ouais, il y a pas de sous-texte. Non, parfois il y a aussi du sous-texte, mais les gens sont plus vrais et ils peuvent demander très vite d'aller à l'essentiel des choses sans toutes les politesses et les courbettes qu'on peut avoir dans d'autres cultures, on va dire. Bon, finalement, vous avez fait un petit peu comme papa voulait, quoi. Tu as fait un petit peu... Finalement, tu fais du business. Je fais du business. Je sais pas exactement si c'est comme il voulait. Je pense qu'il est... Je sais pas, envie d'être rassuré. Il est rassuré, peut-être. Il est jamais complètement rassuré avec moi, je crois. D'accord. Ouais. Bon, en tout cas, vraiment, on était ravis de partager ce parcours d'Alia franchement atypique. On vous souhaite plein de bonnes choses. Je sais que vous avez un super projet je parle toi et ta femme, qui vous tient tous les deux à cœur. C'est de créer un lieu un peu spécial, pas un kibbutz, pas un hôtel, quelque chose de particulier qui vous ressemblerait, voilà, pour repenser le vivre ensemble. C'est toujours d'actualité? C'est toujours d'actualité. Ouais. En fait, j'essaie de voir la cohérence dans tout ce que j'ai fait jusque-là. Et donc là, maintenant que je suis un peu dans la construction, je sais comment bien construire. J'ai habité avec des gens en communauté et autres. J'ai pas l'expérience du kibbutz, mais j'ai des gens autour de moi qui l'ont. Et en fait, j'aimerais voir qu'est-ce qu'on peut recréer de façon moderne aujourd'hui en termes d'habitat et de vivre ensemble. Destiné aux nouveaux immigrants ou pour tout le monde? Je pense que ça prendra sûrement forme à travers un projet comme ça, parce que j'imagine qu'on pourra faire un projet pilote. Mais ça prend encore forme dans ma tête et ça va dépendre beaucoup des rencontres, je pense. Parce que toute ma vie Bien sûr. était un peu dirigée par ces rencontres. Donc je me laisse un peu encore guider à ce niveau-là. J'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de notes, j'ai beaucoup de mood board, d'inspiration. Et on va voir comment ça fait sens avec un groupe pour qui ça fera sens aussi. Bon, en tout cas, si vous avez envie de contacter Avi Ouanounou et pourquoi pas l'aider à développer ce projet, c'est possible. On peut vous contacter. Moi, je donne votre Instagram, avi.noo. On ne sait pas où ça va. Parfois, on lance des appels ici et puis ça marche, ça voyage. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, des bonnes choses. Voilà. Et ravi, vraiment. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.